Je suis maintenant en compagnie d'Elisabeth Blackburn, qui est en fait, je crois, pas directrice générale, mais ça ressemble à ça, hein? Coordonnatrice. Coordonnatrice, hein? C'est à peu près la même chose. Oui, c'est ça, je coordonne. Ouais, J'organise que l'organisme fonctionne bien et que toutes les activités roulent aussi. Puis jusqu'à maintenant, tu t'organises bien? Oui, c'est ça. Oui. On est occupé, on fait beaucoup d'affaires, on ratisse large, disons, mais ça roule vraiment. Oui, puis c'est ratisser large, j'imagine que vous êtes pas mal occupé quand même, parce qu'on s'entend que le TDAH, aujourd'hui, on est beaucoup plus au courant, hein? Oui. Puis là, j'imagine que vous ne devez pas chômer, hein? Non, effectivement, là, on ne chôme pas. C'est sûr que le TDAH, on en entend beaucoup parler, mais est-ce que je sais ce qu'est le TDAH, mais est-ce que je sais quoi faire avec quelqu'un qui vit avec le TDAH ou avec mon propre TDAH à moi? Ça, c'est autre chose. Ouais. Puis c'est sûr qu'on est très occupé parce que le TDAH, bien, il y en a partout. Peu importe l'âge, peu importe le milieu, il y en a. Fait que je sois un parent d'un enfant qui vit avec un TDAH, un parent qui vit avec un TDAH, mais je suis aussi un employé dans la vie. Peut-être que je suis un employeur. Donc, il y en a un peu partout. Donc, nos services ratissent toute la population, quasiment, là. Qui soit ou vivent, ont un conjoint ou une conjointe qui vit avec le TDAH. Donc, pas mal tout le monde en a dans son entourage, finalement. Oui, puis sûrement qu'on peut avoir des diagnostics, peu importe à quel âge. Comme moi, ça ne me dérange pas d'en parler. Moi, c'est tout récent. Et puis, on le savait depuis longtemps, mais... Donc, je suis TDAH moi-même. Bien oui, bien c'est vrai. Puis, c'est pas rare que quand il y a un enfant qui vit l'évaluation, le TDAH, ou que là, le parent, il voit les critères diagnostiques, puis là, il fait « je me reconnais. Je me reconnais Oui. dans ce critère-là, je me reconnais comme ça. » C'est bien, mais il ne faut pas se poser soi-même sur le diagnostic parce qu'il y a tellement d'autres choses qui peuvent expliquer les symptômes du TDAH. Je suis maman, exemple, d'un jeune enfant qui ne fait pas ses nuits. C'est clair que dans la journée, j'ai l'air d'avoir un TDAH parce que j'ai de la difficulté à me concentrer, etc., etc. Donc, c'est bien si on se reconnaît dans les critères, c'est quand même un premier signal, mais c'est important d'aller voir un professionnel pour mettre le diagnostic parce qu'on ne peut pas s'improviser à avoir un TDAH. Il faut vraiment que ce soit un professionnel qui a fait le tour de mon profil pour dire « OK, c'est vraiment ça, il n'y a rien d'autre qui explique les manifestations que tu vois. » Puis ça, dans ce temps-là, on consulte? On consulte un médecin? Oui, la première ligne, en fait, c'est d'aller voir son médecin pour en parler avec. C'est sûr que si vous avez des doutes et vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez quand même venir nous voir, là, mais nous, on ne peut pas donner de diagnostic. C'est vraiment avec votre médecin de famille que vous allez pouvoir jaser de ça puis aller voir s'il y a un diagnostic à mettre. Mais vous avez quand même la documentation. Je suis allé voir sur votre site Internet, puis justement, je me suis reconnu pas mal sur certaines feuilles. Donc, même, vous avez un questionnaire à un certain moment donné qui peut justement donner une petite idée. Donc, si ça intéresse les gens à la maison, bien, ils peuvent faire l'exercice. Bien, on a vraiment toutes sortes d'outils qui parlent du TDAH. On a une vidéo aussi, là, il y a un lien sur notre page, une vidéo pour les enfants qui explique qu'est-ce que le TDAH. Puis avec la vidéo, il vient un fichier, dans le fond, là, avec des questions si on a le goût d'interagir avec notre enfant. Mais ça peut être utilisé par un professeur aussi pour parler avec les jeunes dans une classe. Parce que le questionnaire a été monté par une psychologue, Émilie Chassé, qui est psychologue ici avec les jeunes, avec les enfants. OK. Mais c'est ça, l'idée, c'est de dire... J'ai peut-être pas de diagnostic, mais j'ai le goût d'en entendre parler, j'ai le goût d'en savoir plus. Il y a notre page, évidemment, une page web, il y a notre page Facebook aussi, on partage souvent de l'information. Ou juste appeler, dire « Écoute, j'ai le goût de jaser, j'ai le goût d'en savoir un peu plus », puis ça va nous faire plaisir de trouver la documentation, parce qu'on a des livres qu'on peut prêter aussi si vous avez juste le goût de lire. Oui, des livres, des jeux, même. Oui. Bien, on a une belle banque. Oui, c'est ça, on a vraiment une belle banque de jeux de société. Puis des fois, ça étonne un peu les gens, mais l'objectif des jeux de société, c'est une super belle occasion en famille, mais c'est aussi un outil pour pratiquer toutes les fonctions qui sont affectées par le TDAH. C'est-à-dire mon attention, ma capacité à m'organiser, mon autocontrôle, gérer mes émotions. Je ne sais pas si vous avez déjà joué avec un jeu de société avec un enfant, mais c'est ça. Des fois, il faut gérer ses émotions. Les pions peuvent voler. C'est ça. C'est un outil de travail, mais c'est aussi une occasion de créer un moment en famille aussi, puis d'améliorer le lien qu'on a avec le jeune, parce que, il faut le nommer, là, quand on vit comme parent avec un jeune qui a beaucoup de manifestations du TDAH, bien, des fois, ça vient un petit peu effriter la relation, ça la fragilise du moins. Fait que de provoquer des occasions où on se reconnecte avec notre enfant, c'est important. Oui, puis j'imagine que l'enfant doit avoir plusieurs types de réactions quand il apprend justement le diagnostic en tant que tel. Ça doit prendre des parents soutenants là, et compréhensifs. Hein? Ça prend des parents soutenants, mais ça prend des parents qui sont soutenus.
Donc, le parent vit avec les manifestations de son enfant depuis longtemps. Donc, lui aussi, ça se peut qu'il ait besoin de soutien. Puis c'est là, des fois, je trouve que notre rôle peut être bien utilisé, c'est-à-dire, je reçois le diagnostic de mon enfant, je viens chez Panda, je reçois de l'information, je me fais réconforter dans comment je peux agir avec mon enfant, quelles mesures que je peux mettre en place. On m'informe sur les ressources qui sont disponibles, etc. Et quand je retourne voir les spécialistes ou les médecins, bien là, je comprends le langage du spécialiste, du médecin. Je comprends ce que mon enfant vit. Donc, je suis beaucoup plus ouverte, puis je suis prêt à recevoir les outils des spécialistes. Et c'est ça, vous utilisez plusieurs outils afin d'outiller les personnes. Oui. Donc, il doit y avoir quand même une bonne différence vers une personne qui vous contacte et qui est un petit peu, comment je pourrais dire ça, parrainée par vous. Oui. Donc, cette personne-là versus quelqu'un qui n'est pas au courant que ça existe, j'imagine que ça doit être très différent, les deux réalités. Oui, bien en fait, on appelle ça un facteur de protection. C'est-à-dire que je vis avec un diagnostic, exemple, de TDAH, mais là, je deviens informée sur la réalité que je vis. Avec Panda, je peux recevoir des outils pour mieux gérer les manifestations. Je peux être référée vers les bonnes personnes, vers les bonnes ressources. Fait que tout ça, ça devient des beaux facteurs de protection qui sont mis en place. Puis après ça, bien, la réussite peut arriver. Puis, vous avez quand même une grande équipe, hein? Oui. Donc, toi, tu dois coordonner tout ça? Bien, c'est quand même pas pire. En fait, là, il y a 3 ans, quand je suis arrivée en poste, il n'y avait que moi. Il y avait moi comme coordo qui arrivait. OK. Puis, bien, au fil du temps, on a développé nos projets. On a beaucoup adapté nos services selon les besoins qui arrivaient aussi. Puis là, en grattant là, pour avoir les fonds, parce que c'est ça notre gros défi, c'est d'avoir le financement à la hauteur de ce qu'on pourrait donner comme service. Bien, au fil du temps, on a agrandi l'équipe. C'est-à-dire que j'ai trouvé des éducatrices pour donner le répit aux familles. Ensuite, Émilie s'est jointe à moi parce que j'ai eu le financement pour avoir une personne supplémentaire. Donc, Émilie est arrivée comme intervenante. Trouver une ressource en Haute-Côte-Nord, parce que maintenant, on a Mathilde en Haute-Côte-Nord. Et pour réussir à faire ça, on s'est greffé à un autre organisme communautaire qui a accepté qu'on fasse un partage de temps. Okay. Donc, je viens compléter les heures de 2. Maintenant, ils sont 2. Là. Donc, il y a Florence aussi qui s'est jointe. Donc, il y a 2 intervenantes en Haute-Côte-Nord. Je viens compléter leurs heures pour qu'elles puissent donner des services. Puis, dernièrement, on a Geneviève qui vient d'arriver dans l'équipe aussi. Donc, une 2e intervenante plein temps ici. Puis, oui, l'équipe grossit, mais on ne chôme pas. On n'arrête pas. Plus on grossit, plus on est connu, plus on a des demandes. Oui, sûrement. Ouais. Hein? Ouais. Donc, donc, toi, tu dois coordonner, en gros, des activités, des rencontres, tout le personnel. C'est quoi un petit peu ton travail à toi? Bien, mon travail, là, il y a différentes choses. Là. Entre autres, il y a, c'est sûr, la gestion des finances. Là, j'ai mon conseil d'administration, j'ai une trésorière avec moi qui m'aide, là, mais c'est moi, en gros, qui gère un peu les finances, qui veille à ce que le conseil d'administration me dit comme plan de match, il est appliqué en congrès sur le terrain. Après ça, j'ai la gestion, c'est sûr, des ressources humaines, là, donc l'équipe de travail. Mais écoute, j'ai tellement une belle équipe, là, c'est pas de la grosse gestion de RH que j'ai à faire. Ouais. Mais c'est pas grave, mais je veille à ce qu'il soit bien. Puis je passe beaucoup par le contact humain, donc on a des belles rencontres d'équipe, on se fait des lunchs d'équipe ensemble, on rit beaucoup, puis on s'amuse, on se donne des noms, des choses comme ça pour s'amuser. Après ça, il y a m'assurer que les services aussi fonctionnent. Donc, exactement, c'est quoi l'offre de service qu'on a à faire, comment elle va se déployer. Puis là, j'ai toujours le conseil d'administration qui me valide. Oui, c'est ça. Je suis toujours en lien avec la mission, avec les valeurs de l'organisme, que tout ça roule. Puis, moi, je reçois aussi les besoins, dans le fond. Là, les filles sur le terrain, ils me ramènent les besoins, puis là, on essaie d'adapter nos services par rapport aux besoins. Ah, OK. Et puis, au niveau financement, oui. Comment vous faites, justement, pour avoir ces sous-là pour pouvoir fonctionner? Oui, principalement, en fait, on est avec le PESA, le Programme de soutien aux organismes communautaires. C'est le CI3S, dans le fond, qui a ce programme-là. Fait que ça, c'est notre bailleur de fonds principal. Là. C'est vraiment lui, on est financé à la mission, c'est-à-dire qu'il nous verse un montant. Puis, on fait tous nos services sont déployés avec ce montant-là. On reçoit, cette année, particulièrement, un très beau coup de pouce de Centraide qui nous permet d'en faire encore plus. Puis, les petits projets, dans le fond, on y va par subvention par projet. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un projet qui vient comme... C'est un supplément à ce qu'on fait déjà. Bien là, on fait une demande de subvention à toutes sortes de places. Là. Ça, c'est le fun, mais ça demande beaucoup de temps. Oui, j'imagine la paperasse et compagnie. Hein? Et voilà. Chaque petite demande, c'est du temps pour remplir la demande de subvention, c'est du temps pour rédiger les comptes, c'est des comptes à rendre pour chaque projet. C'est sûr que plus on aurait les sous qui viennent de la même place, plus ça serait facilitant de mettre en œuvre tout ce qu'on a le goût de mettre en œuvre, tout ce qu'on peut faire aussi. Et puis, Panda, ça, c'est unique à la Côte-Nord?
Oui, on est les. En fait, là, je ne veux pas dire qu'on est les. Nous, on fait vraiment Manicouagan et Haute-Côte-Nord. Par contre, en Basse-Côte-Nord, il n'y a pas d'organisme comme nous en tant que tel. Il y a des ressources pour les proches, mais il n'y a pas de ressources pour les personnes vivant avec le TDAH. Un jour peut-être. Oui, c'est ça. Il va falloir étendre vos tentacules. Oui, c'est ça, mais tiens, une chose à la fois, une bouchée à la fois. C'est comme ça que je dis ça. Dans le fond, le premier objectif, c'était de s'assurer que les services à Manicouagan sont vraiment optimales, qu'on fait le plus qu'on peut faire. Là, on est en train de solidifier au niveau de la Haute-Côte-Nord, puis on verra après pour la suite. Mais je vais me permettre de me vanter là, qu'on vient d'avoir un webinaire avec une belle sommité en éducation, puis j'ai pris le temps de jaser avec lui nos services, puis j'ai eu comme réponse de « on est un beau modèle, ça va bien notre affaire, on est un beau modèle, on pourrait répandre notre façon de faire ailleurs. » On a trouvé une façon d'optimiser le fait que le territoire est large, que les ressources sont loin, que les services pour les gens sont loin, mais que nous, on réussit à jongler, s'assurer que tout le monde est correct aussi, puis de créer des liens avec les bonnes personnes pour que quand il y a des situations urgentes, on est capable de transférer puis d'agir rapidement. Très bien. Toi, tu es là depuis combien de temps? Ça fait 3 ans que je suis en poste, oui. Puis quel bonheur! Quel bonheur! Oui, vraiment. Pour de vrai, moi, je viens de la petite enfance, là, qui est un milieu que je porte dans mon cœur beaucoup, mais j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup être multitâche. OK. Qui participait à des conseils d'administration. Je continuais d'étudier parce que j'aimais ça. J'allais encore à l'université, même si je travaillais à plein temps. Puis là, je suis sur un siège où j'utilise toutes les connaissances que j'ai, mais qui me permet de faire 10 affaires différentes dans la journée. Fait que là, juste pour dire, les gens qui ont un TDAH, avoir un métier où tu peux faire 10 choses différentes dans la journée, c'est pas banal, c'est très intéressant. Oui, c'est un fait. Oui. Et puis là, 3 ans pour toi, mais 25 ans pour Panda. Exactement. 25 ans cette année que Panda existe. 25 ans, pour de vrai que Panda aide beaucoup de gens, mais reçoit aussi beaucoup de la part des gens. Puis on a la chance, nous, d'avoir sur notre conseil d'administration un membre fondateur. Ça veut dire Diane, là, elle n'aime pas ça qu'on parle d'elle, mais je vais le dire pareil. Diane fait partie des personnes qui ont fondé Panda Manicouagan. Puis elle est encore avec nous, c'est notre présidente. C'est elle qui a créé, là, je me permets de le sortir, là, mais c'est Diane qui a créé notre guide, là, notre super guide qui contient toute l'information à savoir sur le TDAH. Donc c'est ça. Ça fait 25 ans que ça roule, puis ça fait que grossir, en fait, l'organisme depuis 25 ans. Donc, c'est une personne très dévouée, on peut le dire comme ça? Oui, vraiment. C'était une maman? Oui, elle fait partie. Tu sais, Panda, c'est né de plusieurs parents qui se sont parlé, qui se sont rendus compte qu'ils vivaient tous des défis avec le diagnostic de leur enfant. Puis à l'époque, là, on se ramène en 97, là, il n'y avait pas tant d'informations que ça qui roulaient sur le TDAH. C'était des enfants qui sortaient du lot. Surtout dans le scolaire. Les titanans. Oui, c'est ça. On va le dire comme ça, mais c'était des enfants qui sortaient du lot à l'école. Puis c'était des parents qui vivaient avec cette réalité-là, avec toutes les manifestations qui viennent avec, mais qui recevaient très peu d'outils pour gérer ça, donc qui se retrouvaient souvent isolés là, avec le défi qu'ils vivaient. Donc, plusieurs parents se sont rencontrés, ont réalisé qu'il y avait en commun ce défi-là. Ils ont eu la chance de rencontrer un organisateur communautaire qui a dit, bien, on va essayer, on va inviter les gens qui se sentent touchés par ça à se présenter à une rencontre. Puis finalement, la salle n'était pas assez grande. Là. Ils ont débordé de la salle tellement qu'il y a de parents et de gens qui se sont présentés. Et que là, ils ont dit, OK, il faut faire quelque chose. Puis là, de là est né Panda Manicouagan. Oui, c'est ce qu'on appelle un méchant signe. Hein? Bien, c'est ça, que les organismes communautaires, hein, ça vient du besoin de la communauté. Oui, en effet. Vraiment, Panda Manicouagan est né clairement d'un besoin qui venait de la communauté. J'en doute pas une seconde. Puis, tu me parlais il y a quelques instants, justement, en 97, que c'était différent. J'imagine que ça a dû changer énormément de choses, le fait de démystifier un peu le TDAH. On en entend de plus en plus parler. Mais ça doit aider énormément. Le taux de réussite doit augmenter, j'imagine, dans les écoles? Ou... Bien, je ne sais pas. Je n'ai pas de statistiques à te donner sur le taux de réussite. Mais ça permet quand même de mettre des mots sur ce que vit l'enfant, de mettre des mots sur ce que vit le professeur, là, qui est l'adulte, qui accompagne cet enfant-là. Mais ça permet surtout de déployer des bonnes stratégies à mettre autour de ce jeune-là. C'est ça qui fait la différence. Je n'ai pas de statistiques à te donner pour te dire s'il y a plus de réussite ou pas. Mais je peux te dire que quand le diagnostic était mis souvent à la rentrée scolaire, exemple, puis là, bien, se sont déployés les stratégies, les services autour de l'enfant et du parent, parce que c'est important que le parent soit accompagné.
bien, c'est clair que c'est un facteur de réussite pour le jeune, ou du moins, les facteurs de réussite sont augmentés. Oui. Ouais. Puis moi, je me souviens, c'est ça, étant jeune, on n'entendait presque pas parler. Puis ça aurait fait une méchante différence dans beaucoup de vies, je pense. Bien, ça fait plusieurs adultes là, qu'on croise puis qui disent, bien écoute, là, moi, je réalise que j'avais un TDAH quand j'étais à l'école, puis bien, dans le fond, à part être ce que tu as nommé, être le petit tannant, bien, c'est tout. Puis je suis restée avec ça dans ma tête, que moi, je suis un petit tannant qui ne réussit pas à l'école. Alors que TDAH, ça n'a rien à voir avec l'intelligence et les capacités du jeune. Là. Non, je pense que ça se passe au niveau du cerveau. Bien, c'est neurologique. Là. C'est neurologique? C'est vraiment neurologique. Là. C'est vraiment des neurotransmetteurs qui sont, je vais dire débalancés, là, mais bref, là, ça vient jouer sur ma capacité de concentration, mais surtout sur ma capacité de m'auto-motiver. Il y a des spécialistes, là, j'oublie le nom, mais qui disent, on pourrait aussi dire le trouble du déficit de la motivation. Donc, ça met, en fait, là, pour le résumer, un jeune qui vit avec un bon TDAH, se mettre en marche pour faire quelque chose qu'il n'y a pas d'intérêt à faire, c'est souffrant physiquement. Donc, ça prend un adulte bienveillant qui va l'accompagner à se mettre en marche. Fait que, tout ce qui est scolaire, qui est exigeant mentalement, puis qui n'est souvent pas leur force, bien, c'est souffrant physiquement de faire la tâche, de faire les travaux scolaires, alors que si j'ai un adulte bienveillant qui m'aide et qui me dit « Non, c'est beau, c'est difficile, mais tu as tout ce qu'il faut pour le faire. Tu as l'intelligence et les capacités pour le faire, puis on va t'accompagner. » Bien, il va le faire, puis il va réussir, puis il va juste se sentir comme vraiment meilleur. Une bonne petite tape en arrière du dos. Ça. Chose qui avait... C'était pas de la mauvaise volonté, mais chose qu'il y avait peut-être moins avant parce qu'on savait pas ce que c'était ça, puis quoi faire avec ça. En effet. Donc, 25 ans, ça se fête en grand. Oui. Fait que j'imagine vous avez dû prévoir des belles activités. Oui. En fait, là, pour fêter 25 ans, on s'est dit on se fait plaisir. Puis qu'est-ce qui nous fait plaisir, nous, c'est de donner de l'information, c'est de recevoir puis de rencontrer les gens. Donc, on organise une fin de semaine, le 12-13 novembre. C'est une fin de semaine de mini-conférence. Puis l'objectif qu'on s'est donné, là, c'est de dire on invite des gens d'ici, de la Côte-Nord, venir parler des sujets qu'on entend le plus souvent parler. OK. Donc, on a une orthopédagogue qui vient parler au niveau scolaire des stratégies du rôle de parent, des leçons, de la période de leçons. C'est vraiment un échange qu'elle veut faire avec les gens présents. On a une ergothérapeute qui travaille ici au CI3S, qui est spécialisée dans ça, donc qui vient parler de la proprioception et du mouvement. Comment on peut utiliser ça pour optimiser l'attention de son enfant. OK. On a une neuropsychologue qui vient parler du syndrome Gilles de la Tourette. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a une éducatrice spécialisée qui a travaillé longtemps en pédopsychiatrie, qui vient parler du passage à la vie adulte. Okay. Parce qu'on entend beaucoup parler du TDAH jeune, un peu ado, mais le passage à la vie adulte n'est pas toujours c'est pas toujours un voyage tranquille. Ouais. Donc, et Anne-Josée a longtemps accompagné des jeunes dans ce moment-là de la vie, donc elle connaît vraiment le sujet et elle est très intéressante. Ça, c'est pour la journée du samedi. La journée du dimanche, on offre une conférence brunch, c'est-à-dire qu'on va avoir un brunch au restaurant, puis on a une bachelière en nutrition qui vient parler de l'alimentation. Puis elle vient mettre une petite touche, oui, l'alimentation des enfants, mais en plus, quand il y a médication, parce que médication, bien, on sait que ça vient altérer la sensation de faim. Ouais. Puis des enfants avec des défis qui peuvent être un peu confrontants, opposants, etc. Donc, ça fait un beau petit cocktail là, au niveau des repas à la maison. Donc, elle vient nous parler de ça. Puis on finit en beauté avec Enracinée ici, qui est une enseignante, mais qui se spécialise dans l'enseignement pédagogique à l'extérieur. Donc, elle vient donner un atelier aux parents sur comment utiliser le plein air pour en transformer ça en un moment pédagogique un peu. C'est le beau cocktail qu'on prépare pour la fin de semaine. Magnifique, en tout cas. Donc, tu me parlais des adultes. J'aimerais ça qu'on en parle un petit peu plus en détail. Est-ce que vous offrez un service aux adultes? Et puis, est-ce qu'ils peuvent avoir de l'aide pour... je dirais, pour pouvoir mieux connaître un peu ce diagnostic-là, finalement. Oui, bien, c'est sûr, on ne fait pas juste les parents d'enfants. Là. Donc, un adulte qui vient de recevoir un diagnostic ou se questionne peut venir nous voir pour avoir de l'information, mais même pour des fois, juste d'échanger, de parler, de dire, bien, il y a peut-être des petites stratégies, des choses super faciles, mais qui, finalement, faciliteraient la vie, parce que la réalité d'un adulte qui vit avec un TDAH, là, c'est des oublis fréquents.
Oui, c'est ça, beaucoup d'oubli. Ça peut être aussi même, je parlais de la motivation tantôt, ça peut être ça aussi, là, j'ai de la misère à motiver, donc des fois j'ai l'air de procrastiner, mais ça me demande un effort surhumain de me mettre à la tâche pour quelque chose que j'aime pas et que j'ai pas envie de faire. Fait que je vais avoir tendance à faire tout ce que j'aime et mettre de côté ce que j'aime pas. Ouais. Mais des fois, là, c'est pas des gros, tu sais, je dis stratégie, là, mais c'est pas quelque chose de très gros, mais des fois, juste d'en parler et de dire, ouais, mais tu sais, on vire la situation de bord, on fait ça comme ça à la place, puis finalement, la personne, ça s'adoucit un peu. Là, parce qu'on va se le dire, là, comme adulte, ça peut avoir des répercussions sur mon entourage. Les manifestations de mon TDAH, ça peut devenir des irritants pour les personnes autour de moi. Puis, tu sais, comme adulte, on est conscient là, des irritants que ça provoque. Donc, on veut que ça aille bien, puis on veut que ça cesse. Mais des fois, juste de parler, puis de dire, mais écoute, juste de revirer ça de bord, puis ça se fait bien. Là, ça ne nécessite pas des énormes changements dans ma vie. Mais oui, on peut être là juste pour ça. Puis, à la limite, dire, bien, écoute, il y a d'autres besoins qui viennent, mais on peut référer vers d'autres spécialistes. On connaît un peu plus les spécialistes, les ressources qui sont disponibles. On se tient à jour aussi sur les listes des cliniques à l'extérieur là, qui ont des listes d'attente. Nous, on fait une tournée 2-3 fois par année pour savoir qui a beaucoup d'attente ou qui que les services sont super accessibles en ce moment. Donc, c'est le temps d'appeler. Là. OK. Donc, tu sais, pour toutes ces petites choses-là, oui, même quand on est adulte, on est les bienvenus chez Panda. Ah, ben, je pense qu'on va s'en revoir. Parce que c'est ça, comme je le disais tantôt, moi, c'est tout nouveau. Donc, tu sais, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'adultes qui sont dans cette situation-là. Oui, il y a beaucoup d'adultes. En vrai, là, il y a à peu près la moitié des jeunes qui vivent avec un TDAH, qui, en grandissant, les manifestations vont vraiment s'atténuer, ils vont développer des stratégies par eux-mêmes, puis ça apparaîtra plus tant que ça. Là, ils vont bien vivre avec ça. Mais il reste l'autre 50 % qui, eux, les manifestations restent présentes. Puis s'ils n'ont pas eu d'accompagnement avant, bien, ils surfent là-dessus avec l'inconfort qui vient avec. Là. Ouais. Mais il y a moyen d'arranger ça. Oui. Ouais. Et ce mois-ci, le mois d'octobre, c'est un mois spécial. Oui, mois de la sensibilisation au TDAH. Cette année, on prend une route un peu différente pour faire ce mois-là, c'est-à-dire qu'on lance ce qu'on appelle la grande tournée. C'est-à-dire qu'on invite que vous soyez employeur, entrepreneur ou même en centre de la petite enfance, vous êtes avec un organisme communautaire. Nous, on se déplace, on va dans votre équipe, on prend une petite heure pour parler du TDAH et des impacts que ça a dans votre milieu. C'est-à-dire qu'on adapte ce qu'on va jaser avec vous selon votre milieu à vous pour en parler. Okay. Donc, on a, exemple, une maison des jeunes qu'on est allé voir pour parler du TDAH chez les ados. C'est quoi leurs enjeux? Puis c'est quoi les stratégies gagnantes avec les jeunes ados qui vivent avec le TDAH? On a un employeur, même chose. Un employeur, ça peut avoir des employés qui vivent avec un TDAH, mais l'employeur peut lui aussi avoir un TDAH. Donc, c'est quoi les enjeux? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça fragilise? Mais c'est quoi les trucs gagnants? C'est quoi qui pourrait vous aider puis faciliter tout ça? Oui, parce que dans un milieu de travail, on s'entend, hein, une équipe se doit d'être soudée dans la plupart des emplois. Ouais. Ouais. Et quand les gens comptent sur toi ou... Hein, il y a des attentes qui sont là, donc la situation peut devenir complexe. Hein? Oui, c'est ça. Bien, tu sais, je l'ai nommé tantôt, là, il peut y avoir des irritants. Puis c'est ça, dans le fond, ce qu'on souhaite, c'est que les manifestations de la personne ne deviennent pas un irritant pour le reste de l'équipe. Parce qu'au contraire, là, moi, je pense que les gens qui vivent avec un TDAH, ils ont des forces. Puis s'ils sont bien entourés, bien, les forces vont vraiment prendre le dessus parce que c'est vraiment quelqu'un dans ton équipe qui peut être un plus-value. Je vais juste donner l'exemple que dans une rencontre d'équipe, c'est prouvé que les personnes vivant avec un TDAH, eux, ils ont, comme leur attention n'est pas toujours centrée sur une seule chose, bien, ils vont capter un petit peu de tout ce qui se dit dans la rencontre. Puis ils sont tellement créatifs qu'ils vont prendre toutes les petites informations, puis paf, ils vont émerger une solution à un problème que les autres n'auront pas vu tout de suite parce qu'ils ont une vision un petit peu plus en silo. Fait que tu vois ça, un employeur qui le sait, qu'il y a quelqu'un comme ça dans son équipe, va savoir l'utiliser pour dire, bien, je sais que toi, tu as capté un petit peu de tout, puis tu es super créatif. Brasse-moi tout ça, mélange-moi ça, puis sors-moi une idée originale qui sort du lot. Fait que c'est ce genre de choses-là, dans le fond, qu'on a le goût d'échanger avec les employeurs, parce que c'est facile à dire, mais c'est pas si facile à mettre en application. Ouais. Donc, c'est un peu ça notre objectif. Fait que la grande tournée, c'est ça l'idée, c'est de dire, on s'assoit, on vous dérange pas longtemps, mais on jase 1 heure, 2 heures gros maximum. Puis quand on a fini de jaser, bien, on vous donne un super collant qu'on vous appelle les fins connaisseurs du TDAH, finalement, là, comme vous avez accepté de nous recevoir pour en parler. Non, c'est cool, ça. Oui. Et puis, si on revient un petit peu sur ce que tu disais il y a quelques instants, souvent, parce qu'il n'y a pas juste du négatif
au TDAH. Il y a du positif, puis on parle même parfois, on en discutait un peu hors caméra tout à l'heure, de douance. Oui. Qu'est-ce qui peut ressortir de positif? Créativité? Peux-tu m'en dire un petit peu plus sur les points positifs qui peuvent ressortir? Oui, bien là, tu as nommé deux choses en fait. Tu as nommé, il y a des fois plusieurs diagnostics qui peuvent être présents. Ouais. Oui, ça arrive que le TDAH cohabite avec d'autres diagnostics, dont la douance ou d'autres troubles d'apprentissage. On a ici aussi le syndrome Gilles-La-Tourette, donc ça arrive que ça cohabite avec le syndrome Gilles-La-Tourette aussi. Puis dans ce cas-là, ce qu'on explique aussi, c'est de dire, on ne peut pas éliminer, on considère chaque diagnostic, mais souvent il y en a un qui prend le dessus, qui pèse plus lourd dans la balance, puis c'est ces manifestations à lui-là qu'on va essayer de gérer en premier. Donc, dans les qualités, il y a le fait d'être quelqu'un de très spontané, de très vivant, d'être très créatif. C'est aussi des gens souvent qui sont très empathiques, c'est-à-dire qui captent beaucoup ce que les autres ressentent. Mais c'est aussi des personnes, quand sont passionnées, sont extrêmement engagées. J'ai donné tantôt comme exemple un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui vit de passion. Bien, c'est un peu la même chose chez quelqu'un qui vit avec un TDAH, c'est-à-dire qu'il fonctionne par passion. Donc, si tu lui donnes un projet passionnant, il va tout donner. Puis ça va être le meilleur pour mener à bien ton projet, finalement. J'imagine qu'il doit y avoir beaucoup d'artistes. Oui. Aussi. Oui, ça, on ne fera pas semblant, là. C'est très répandu chez les artistes, là, parce que le côté créatif, le côté où je suis dans ma tête, puis ça va vite, je fais des liens avec des choses que les autres ne font pas de lien, donc émergent des idées super créatives, des projets créatifs aussi, là, évidemment. Ouais. Moi, je dis toujours la phrase 2 + 2 = bleu. C'est ça. Il y a sûrement moyen de faire un chemin pour que ça donne ça. Super. Et puis, donc là, justement, là, il y a le 25e, plusieurs activités. Toi, te vois-tu encore ici pour 25 ans? Bien, pourquoi pas? Je suis quelqu'un qui fonctionne par passion aussi. Fait que si j'ai la passion pour 25 ans, je vais être là 25 ans, c'est sûr. Mais c'est sûr que l'organisme, lui, va continuer d'exister pendant au moins 25 ans. On va se rendre à 50, c'est sûr. Oui, puis espérons que ça s'étale un peu partout. Ben oui, on est sur une belle ère d'aller, fait qu'on va espérer que ça continue de grossir comme ça. Ben, je vous le souhaite en tout cas. Et puis, n'importe quand, tu nous en parleras parce que veux pas, c'est un sujet qui rejoint un paquet de monde. Tout à l'heure, on parlait d'employés extraordinaires et là sont apparues deux gentes demoiselles. Pourrais-tu nous les présenter? Ben oui, ils sont apparus comme par magie, là, mais oui, en fait, parce que je tenais à ce qu'ils soient là, parce que quand les gens viennent chez Panda, souvent, c'est ces deux belles personnes qu'ils vont rencontrer, c'est-à-dire Émilie et Geneviève. Donc, je trouve ça super important de les présenter parce que c'est le fun, c'est moi qui parle, mais souvent, c'est pas avec moi qu'ils vont parler, c'est avec ces deux belles personnes-là. Donc, c'est important de savoir à qui on va avoir affaire. Absolument. Ils ont l'air super gentils. Ils sont tranquilles, hein? Ouais. Ils sont pas tout le temps tranquilles comme ça, mais c'est ça. C'est deux super intervenantes, vraiment, là, qui accueillent avec beaucoup de chaleur et d'humanité les personnes. Je les aime beaucoup. Nomme-moi donc leur plus belle qualité. Leur plus belle qualité? Oh, la bonne question. Ben là, Geneviève est quand même nouvelle dans l'équipe, mais je constate que c'est quelqu'un de très, très organisé, je trouve. Oui. Puis Émilie, on est un peu... Non, tu peux pas me dire à l'oreille la réponse. Émilie est très, très humaine, en fait. Très, très, très humaine. Ce côté-là, très, très développé. Ouais. Bon, super. Et toi? Ah, mon Dieu, c'est quoi ma qualité à moi? Je pense que je m'adapte beaucoup. Je suis multitâche. Ah, parfait. C'est ça ma qualité. Je vous souhaite un bon mois Panda. On peut dire ça comme ça. Oui. Et puis un bon 25e anniversaire également. Longue vie à vous, à toute votre équipe finalement. Merci beaucoup. Un gros merci à Elisabeth Blackburn et toute son équipe qui nous ont accueillis à bras ouverts dans leurs confortables locaux. De magnifiques locaux d'ailleurs, ça vous tente de leur rendre visite. C'est une équipe des plus extraordinaires. On va faire un petit tour d'actualité sur qu'est-ce qui se passe chez nous. Premièrement, il y a la chasse à l'orignal qui n'aurait pas été extraordinairement bonne. Donc, on parlerait de peu de récoltes ici en région et un petit peu partout même. L'orignal qui se fait assez discret,
mais pas entièrement. En fait, faites attention parce que justement, les orignaux sont présents sur nos routes. Ici, sur la péninsule, on le sait, on en voit régulièrement, mais là, à l'automne, eh bien, c'est les orignaux qui sont de plus en plus actifs. Donc, on sait qu'une collision avec une voiture et un orignal, ça annonce jamais rien de positif. Maintenant, on va poursuivre avec la route 138 du côté de Ragueneau. Un coin assez dangereux, plusieurs l'auront remarqué parmi vous. En fait, on va refaire la partie de la route du côté de Ragueneau où ça passe de 50 km/h à 90 km/h. Donc, on parle d'une troisième voie. Et ce qui risque de sécuriser énormément la place. Donc, je pense qu'on était dû et pas à peu près. Il s'était demandé depuis un long moment. Maintenant, on va poursuivre avec quelqu'un qui a le pied pesant, pas à peu près. Ça s'est passé du côté de la route 389. En fait, une personne qui aurait été arrêtée à 164 km/h sur la 389. D'après moi, il y avait une bonne suspension parce qu'on s'entend que la route est pas super délicate. Et puis, ça, en fait, c'est grâce à une opération qui a été mise sur pied par la Sûreté du Québec et la SAAC. Donc, on voulait voir de quelle manière un peu les conducteurs se comportaient sur la route 389. Et s'il y a des gens qui, justement, roulaient très rapidement, c'est qu'il n'y avait pas nécessairement beaucoup d'effectifs qui surveillaient ce coin-là. Et même que pendant les 3 jours de cette opération policière, on aurait surpris 137 personnes en infraction. Donc, on s'entend qu'il y a des gens en grande quantité qui ont le pied pesant. Et j'ai l'impression qu'on risque de voir la SQ de plus en plus dans ce coin-là parce que c'est une petite mine d'or. Ils vont pouvoir donner des tickets en quantité industrielle. Maintenant, côté sport, pour les tout petits, en fait, il y a eu la Coupe de la péninsule qui a été remportée par l'école Lamarée. Donc, félicitations. C'était en fait compétition amicale entre enfants, bien sûr, et c'est Pointe-le-Bel qui s'est démarqué. Ensuite de ça, toujours dans les sports, il y a la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui ont mis sur pied des ateliers de consentement et de violence sexuelle. On s'entend avec le scandale avec Hockey Canada, entre autres, et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de scandales sexuels qui éclosent un petit peu partout dans plusieurs milieux. Donc, c'est une bonne chose que la Ligue de hockey junior majeur du Québec veuille conscientiser les jeunes à faire attention là-dessus parce que on doit l'enseigner aux jeunes et il faut arrêter ça parce que ça n'a aucun sens. Donc, je pense que c'est une belle initiative de la part de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ensuite de ça, on aura les gens qui vont retourner aux urnes. Donc, et oui, on le sait, le maire de Bécomo qui est maintenant député. Et puis là, on va devoir trouver un autre maire. Donc, préparez-vous, mesdames et messieurs, habitants de Bécomo, à retourner aux urnes. Ça devrait être autour du mois de février. Et ensuite de ça, quelque chose, un fléau qui a rejoint la Côte-Nord récemment, mais qu'on voit sévir un petit peu partout. Le fentanyl. En fait, il y aurait plusieurs personnes qui auraient été hospitalisées, dernièrement, on parle d'hospitalisation grave. Donc, les personnes qui auraient eu des overdoses au fentanyl, et ce serait dans des speeds qu'on retrouverait ce poison en tant que tel. Donc, faites attention, sérieusement, ça circule sur la Côte-Nord, c'est ici, et puis c'est un fléau dévastateur qui atteint énormément de personnes. Ensuite de ça, pour terminer, on n'a pas le choix de parler de l'Halloween, on s'entend, mesdames et messieurs. Donc, en fait, les personnes, cette année, dépenseraient beaucoup plus d'argent à l'Halloween que dans les années antérieures. On parle d'une hausse de 26,4% au niveau des dépenses. Donc, l'Halloween qui est pour moi, vous allez avoir des bons bonbons cette année.
Et maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la péninsule à l'Halloween? Il y a la municipalité de Pointe-le-Bel qui vous invite à participer à un concours de décoration, histoire de se mettre dans l'ambiance, bien sûr. Donc, on vous invite à aménager votre terrain. Halloween partout et sortez l'artillerie lourde. Donc, faites part aux gens de votre créativité. La municipalité qui va passer le 31 au matin pour prendre les adresses en note pour le concours, la date limite de participation, qui est bien sûr le 31 octobre, avant midi. Donc, on vous souhaite bonne chance, mesdames et messieurs. Le gagnant ou la gagnante va se mériter une carte cadeau à la bonbonnerie Chapeau de Troll de Bécomo. Maintenant, c'est au tour de Pointe-aux-Outardes également pour un concours de décoration de maison. Premier prix, billet pour le Dracard de Bécomo. Deuxième prix, forfait ciné-centre pour la famille. Et troisième prix, un CIO de 2,23. C'est précis, hein? Kilo de chez Kanju. Ça, pour ceux qui ne le savent pas, c'est en fait des bonbons qui sont fabriqués au Québec. Donc, comment vous participez? En fait, vous devez transmettre une photo de vos décorations à loisirs au pluriel à commercial pointeausoutardes.ca ou par Messenger sur la page Facebook des loisirs Pointe-aux-Outardes, bien sûr. Le concours qui se termine le 31 octobre à midi et les gagnants qui vont être annoncés cette journée-là, j'imagine via les réseaux sociaux. Ensuite de ça, il va y avoir un 5 à 7, c'est une fête familiale, ça va se passer de 5h à 7h. Donc, ça se passe samedi 29 octobre à la salle socio-culturelle. Donc, c'est bien sûr sur la rue du Golfe, au 18 plus exactement. Il va y avoir des jeux, de la danse, des concours de costumes, du maquillage, des feux, de la guimauve, des saucisses, du chocolat chaud. Oh, je pense que je vais y aller, moi. J'adore les saucisses et la guimauve. Donc, la municipalité qui va dévoiler les gagnants du concours de maison décorée également de la même occasion. Donc, on s'entend qu'il faut décorer sa maison. Et puis là, ben, vous pouvez apporter votre pique-nique pour votre famille. Et c'est ça, le party va pogner, c'est sûr. Et comme je vous le disais précédemment, donc je vous ai comme gâché le punch un petit peu parce que oui, il y aura un concours de maison décorée du côté de Chute-aux-Outardes également. Donc on invite la population bien sûr à sortir l'artillerie lourde aussi. Donc bien décorer vos maisons. Et puis il va y avoir des visites du village un petit peu partout le 28 octobre, histoire de voir qui est la maison, à qui appartient la maison la plus décorée, qui se démarque le plus finalement. Donc, les prix vont être remis à la soirée que je viens juste de mentionner, le 29 octobre à la fête familiale d'Halloween. Et maintenant, du côté de Ragno, on vous invite à venir savourer un petit bouillon de sorcière. Oh, ça pique ma curiosité, tout ça là. Donc, c'est un rendez-vous au 519 521 route 138 du côté de Ragno. Donc, cherchez le 519, cherchez le 521 et vous verrez une sorcière à quelque part au travers de ça qui vous servira un petit bouillon spécial. Donc, ça va se passer le lundi 31 octobre de 18h30 à 20h30. Également, une belle nouveauté pour éviter le gaspillage alimentaire. Il y en a bien trop. Il faut éviter ça. La nourriture, c'est nécessaire à la vie. Donc, en fait, il y a un frigo communautaire qui est maintenant en activité du côté de Ragno. Donc, si vous voulez aller déposer vos surplus de nourriture, c'est sûr que ça va être apprécié par plein de gens, hein, surtout dans les temps difficiles avec la récession, le gaz et compagnie, ça coûte tellement cher. Donc, c'est sûr que ça va être apprécié. C'est situé en fait derrière la salle polyvalente au 519 route 138 du côté droit. Donc, c'est du côté, bien sûr, de la municipalité de Ragno. Et on remercie, en fait, le soutien financier du CI3S de la Côte-Nord, le Centre communautaire pour les aînés et la municipalité de Ragno. Sur ce, joyeux Halloween!